bonsoir, bienvenue à La Facture. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire d'horreur, celle de citoyens presque acculés à la ruine à cause d'une réglementation qui n'est absolument pas adaptée à leur situation. Au Canada comme aux États-Unis, de nombreux propriétaires ont de vieux réservoirs de mazout enfouis dans le sol de leur propriété. Les sols sont parfois contaminés. Mais le vrai problème, comme vous allez le voir, ce sont les normes de décontamination adoptées par le gouvernement du Québec. Ces ouvriers vérifient s'il reste de l'huile dans un réservoir de mazout enfoui dans le sol. Nous sommes sur une propriété dans le quartier Villeray à Montréal. L'entrepreneur Fernand Dubé déterre ainsi plusieurs réservoirs chaque semaine. Vous vous demandez peut-être ce que ce réservoir fait là. Entre les années 50 et 70, il était courant de les enterrer. Le réservoir était relié au système de chauffage par une petite conduite qui traversait les fondations. Pour épargner l'endroit de l'espace dans le sous-sol. Tout le monde disait « Oh, ça n'a pas besoin de ça dans le sous-sol. Ça sent l'huile quand ils mettent de l'huile. » Toutes sortes de raisons étaient bonnes. Puis c'était plus facile d'installer à l'extérieur qu'à l'intérieur. Fait que tous les contracteurs allaient avec des réservoirs vraiment dans le sol. La propriétaire connaissait l'existence de ce réservoir lorsqu'elle a acheté la maison. Elle n'y avait pas accordé d'importance, mais aujourd'hui, elle est inquiète. Son terrain pourrait être contaminé. Les gens, c'est vous, ils ont peur des problèmes qui viennent avec l'enlèvement de réservoirs. Parce que vous ne savez jamais où que ça va vous emmener, dans quelle sorte de galère que vous allez partir, puis ce qui peut vous ruiner. En voyant l'état du réservoir, M. Bédard craint le pire. Il est sans doute percé. C'est souvent le cas après autant de temps passé sous terre. Avant d'être sorti du sol, le réservoir doit être complètement vidé et nettoyé. Ce réservoir-là, il date de 57 ans. Ce réservoir-là, c'est pas été conçu pour le mettre à l'extérieur. C'est un réservoir conçu pour l'intérieur. Mais les gens, dans ces années-là, se foutaient de tout. Fait qu'ils mettaient n'importe quoi dans le sol. Dans un autre quartier de Montréal, à Verdun, un jeune couple a acheté cette maison en 2005. Aujourd'hui, Nathalie Lacoste et Andrea Doyon sont découragés. Sous cette bâche se trouvent des tonnes de terre contaminée. C'est chez leurs voisins que se trouvait le réservoir enfoui et oublié depuis des années. Le réservoir a coulé et l'huile a migré sur leur terrain. Un soir, en revenant de travailler, on a vu qu'il y avait un camion chez le voisin, qu'il y avait des travaux qui étaient commencés. On a vu la pile s'en venir de notre côté, où là, on a commencé peut-être à se poser plus de questions. Et c'est cette journée-là... Oui, on s'inquiétait. Cette journée-là, on est venu sonner chez nous pour nous dire qu'effectivement, la contamination se poursuivait sur notre terrain. C'est là où nous, on a fait appel à des experts, parce que dans un contexte comme ça, là, on s'est dit minutes. On est en train de tomber là, dans un contexte légal, peut-être dangereux, parce que les gens ne veulent plus prendre la responsabilité. Leur expert, c'est Frédéric Clair, de la firme de décontamination Sphératest. Le réservoir souterrain se trouvait sous l'emplacement du compteur électrique. Okay. Donc, il était enfoui sous le sol à environ une profondeur de 4 pieds de profondeur. Et la contamination a migré. Et puis, on retrouvait encore une contamination, je te dirais, jusqu'à environ 4 mètres à l'intérieur de la propriété de ma cliente. Cela fait 6 mois que le couple attend que son voisin agisse. Le voisin, lui, attend une décision de son assureur en responsabilité civile. Ce qui rend ce dossier complexe, c'est que le voisin doit lui-même se tourner contre l'ancien propriétaire de qui il a acheté la maison en 2006. Cet ancien propriétaire devra sans doute se tourner vers celui qui lui a vendu en 1990. La chaîne de responsabilité remonte ainsi jusqu'à celui qui a laissé le réservoir dans le sol. C'est l'attente qui est le pire. C'est pas tant de savoir à quoi on fait face, mais c'est l'attente. C'est comme ça pour nous, mais c'est comme ça pour tous les anciens propriétaires qui sont dans la chaîne. Tout le monde attend. Depuis le début de cette histoire, l'aménagement paysager de leur cour a été détruit par les travaux. Ils ont dû payer des frais d'experts et des frais d'avocat. On sait qu'on est pas en bas de 30 000 de recours. Avec rien de décontaminé. Là. Non, on parle juste de pertes, de dommages associés à ça. Lorsqu'on parle de décontamination, on nous dit que ça pourrait aller jusqu'à 100 000 $, 150 000 et on veut surtout pas nous dire si ça va en dessous de la véranda, si ça va en dessous de la plaque de béton de la maison. Mais là, on nous écoute, on peut même pas évaluer l'ampleur.
Revenons au cas de la propriétaire dans le quartier Villeray. Fernand Bédard a su tout de suite qu'il aurait une mauvaise nouvelle à annoncer à sa cliente en sortant le réservoir. Il est percé. L'analyse des échantillons a révélé que la contamination dépasse les normes du ministère de l'Environnement. Une autre propriétaire qui aura bien des problèmes. C'est un héritage empoisonné. J'ai vu des cas l'an passé, une famille d'un héritage de gens. Le réservoir s'est vidé. Et ils ont pratiquement perdu la maison. Parce qu'il n'y a aucune assurance qui veut assurer. Si on dépense autant d'argent pour décontaminer, c'est pour répondre aux critères B, les normes du ministère de l'Environnement qui s'appliquent au secteur résidentiel. Ces normes varient d'une province à l'autre. Par exemple, si la maison des Doyon-Lacoste était en Ontario, leur problème serait peut-être déjà réglé. Le méthylnaphthalène trouvé sur leur terrain, l'Ontario en accepte une concentration jusqu'à 1000 fois plus élevée. Mais au ministère de l'Environnement du Québec, on préfère être prudent. Il n'y a pas de données sur le méthylnaphthalène. Non pas que le produit n'est pas toxique, mais il n'y a aucune étude qui a été faite sur ce produit-là qui nous permet de conclure dans un sens ou dans l'autre. Et dans ce contexte-là, il y a deux positions possibles. C'est-à-dire qu'il y en a une qui dit, comme il n'y a pas d'étude de fait, on va prendre pour acquis que le produit est inoffensif et qu'il n'y a pas de problème. La deuxième position, c'est de se dire, comme il n'y a pas d'étude, bien, en attendant qu'il y en ait, on va prendre des précautions et on va plutôt intervenir finalement lorsqu'on retrouve ce produit-là. Mais cette prudence est contraignante. Cela signifie que chez les Doyon-Lacoste, on devra creuser jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un ppm, soit une partie par million. Ces critères ont été élaborés avec le ministère de la Santé. Pourtant, au sein du ministère de la Santé, tout le monde n'est pas du même avis. Albert Nantel, médecin toxicologue à l'Institut national de santé publique, croit que ces précautions sont exagérées. N'importe quel toxicologue qui a la moindre compétence peut vous dire qu'il n'y a aucun risque pour la santé, ni aucun risque potentiel pour l'environnement, à moins que votre réservoir soit juste à côté d'une frayère à saumon ou quelque chose semblable. Mais en milieu urbain, à côté d'une résidence, le contenu d'un réservoir d'huile à chauffage ne représente pas un risque significatif. Nous lui avons soumis le rapport de contamination du terrain des Doyon-Lacoste. Ce cas-là est très classique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des hydrocarbures pétroliers C10 à C50. C'est l'équivalent un peu d'huile à moteur. Et on a beaucoup de cas semblables de gens qui en boivent, d'enfants qui en boivent. Il n'y a aucune toxicité. Si vous en buvez une tasse ou deux, vous pouvez peut-être avoir un peu de diarrhée, c'est tout. Donc, c'est pas toxique, c'est pas volatile. Ça, on peut oublier ça complètement. Ensuite, il y a du méthyl-2-naphthalène, du méthyl-1-naphthalène, méthyl-1,3-naphthalène et triméthyl-2,3,5-naphthalène. Ce sont des HAP, d'accord, de la famille de certains HAP qui sont cancérigènes, mais ceux-ci ne sont pas cancérigènes et ne sont pas toxiques. Malgré ça, le ministère de l'Environnement du Québec a mis un critère à 1 ppm qui est aussi sévère que les HAP les plus cancérigènes qui soient. Et c'est là que le bas blesse. Selon Albert Nantel, les propriétaires devraient simplement enlever le réservoir et la terre visiblement contaminée sans avoir à faire de tests coûteux pour déceler la moindre trace de contaminant. Pour régler la question, il faut que quelqu'un un jour mette ses culottes, prenne des décisions et mette une directive, tout simplement, précisant que les critères B n'ont pas à s'appliquer dans des situations de contamination par un réservoir d'huile à chauffage enfoui. Il s'agit de mesures très, très simples, mais il faut que quelqu'un prenne la décision et pose les gestes requis pour régler le problème. On est déprimé, regarde. On n'a pas... quand on rentre dans la maison, on ferme la porte patio, on ferme les stores, on ne veut pas regarder en arrière, on se parque en avant de la maison, on se parque plus dans l'entrée. Non, regarde, on essaie de pas y penser à un moment donné. Il ne faut pas s'empoisonner la vie avec ça. On peut rien faire. Là. On a tout fait ce qu'on pouvait faire. La loi ne force pas ses propriétaires à décontaminer leur sol en fonction des normes du ministère de l'Environnement. Mais puisque ces normes existent, très peu de banques accepteraient de leur prêter, très peu d'acheteurs seraient intéressés par leur maison sans décontamination. Nous sommes tous en faveur de normes sévères pour la protection de l'environnement. Mais ces normes peuvent-elles être adaptées à des situations particulières, surtout quand on se rend compte qu'elles font plus de mal que de bien? Je vous en parle après la pause. Jeudi.
Décontaminer un sol, en vertu des normes très sévères du ministère de l'Environnement, peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Vous pouvez toujours poursuivre l'ancien propriétaire, mais c'est long, ardu, et vous n'avez aucune garantie d'être remboursé. C'est un problème insoluble, à moins que les gouvernements s'en mêlent, comme ça se fait ailleurs. Notre équipe s'est rendue au Vermont, où l'État a décidé d'aider ses citoyens aux prises avec ce problème. Et voilà, 5 mois plus tard. Quelques mois après notre première visite, les doyons Lacoste sont découragés. Ils ont appris que les assureurs du voisin ne couvrent pas les travaux de décontamination. Le voisin décontamine son terrain à ses frais, mais pas le leur. Des odeurs qui nous rappellent des mauvais souvenirs. Oui, en plus. C'est ça. En fait, initialement, c'est le même que le dossier avait commencé. Mon voisin a décidé qu'il prenait son dossier en main. Donc, il paie la décontamination et puis après, il va faire la poursuite, j'imagine, auprès de son ancien propriétaire. Pour sa portion à lui. Pour sa portion, oui. C'est ça. Puis vous? Bien, nous, en fait, on nous laisse en plan, là, donc... Les doyons Lacoste n'ont plus d'autre choix que de poursuivre à leur tour, et ça, ce n'est pas une partie de plaisir. Gérard Desserteau en sait quelque chose. Eh bien, je vais vous montrer où c'était situé. Après avoir acheté une maison à Ville-Mont-Royal, il a dû poursuivre l'ancien propriétaire pour vice caché. Voilà, on y est. Elle était située ici. Bien sûr, avant, c'était pas comme ça. C'était du petit pavé uni qui masquait tout ça, bien évidemment. Ben, dans le sol, il y avait un gros réservoir, une grosse cuve à mazout là, de plus de 1000 litres, là, et qui n'était en plus pas vide. Quand on a ouvert, elle était remplie à moitié encore d'huile. Là, ça sentait, c'était affreux. Là. Gérard Desserteau a gagné son procès contre l'ancien propriétaire, mais il n'a jamais récupéré les 62 000 $ que cette mésaventure lui a coûté. On a obtenu 28 000 $ et j'ai eu à peu près 20 000 $ de frais d'avocat, ce qui veut dire que j'ai récupéré 8 000 $. Mais 8 000 $ sur mes travaux et tout, j'ai tout payé moi-même. J'ai eu juste 8 000 $ de dédommagement, en fait. Pour bien des gens, des spécialistes qui sont venus voir notre dossier, nous ont dit qu'il n'y avait aucun risque pour la santé, que c'était inutile de décontaminer d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue de santé. C'est purement d'un point de vue économique qu'on doit faire la décontamination. Mais pourquoi vous le faites faire, alors? Pourquoi vous faites faire la décontamination? Ah bien, pour ne pas perdre la valeur de la maison, essentiellement. C'est parce que la banque ici va peut-être réduire la valeur de notre maison d'un certain montant qui fait que là... On ne pourra plus jamais la vendre non plus. Ou hypothéquer la maison pour faire des travaux. Après avoir vu d'autres propriétaires dans la même situation, l'expert en toxicologie Albert Nantel conclut que le ministère doit assouplir ses critères de décontamination. Selon lui, ces critères ruinent les propriétaires, alors que la contamination est souvent sans danger pour la santé. Et les seuls qui vont en profiter dans tout ça, ce sont les firmes d'experts et les bureaux d'avocats. Parce que vous allez vous retrouver avec des tonnes et des tonnes de poursuites à travers le Québec pour des insignifiances, en fait, qui ne méritaient pas l'effort. Il y a encore de nombreux réservoirs de mazout restés sous terre. Ils seront découverts un jour ou l'autre et entraîneront leur lot de poursuites. Pourtant, il y a des solutions qu'on semble ignorer chez nous. En effet, c'est pas mal moins compliqué de l'autre côté de la frontière chez nos voisins américains. Maurice Desrochers habite à St. Albans, au Vermont, à quelques kilomètres du Québec. En janvier dernier, il a découvert un vieux réservoir enfoui à côté de sa maison. Le réservoir se trouvait là. On peut voir que le revêtement a été refait. Alors j'ai appelé la municipalité et quelqu'un est venu décontaminer. Ils ont découvert un réservoir de 500 gallons plein de mazout. Ils ont dû le siphonner avant de le retirer du sol. Le problème de M. Desrochers s'est réglé rapidement parce qu'au Vermont, l'État a créé un fonds d'aide à la décontamination, le Petroleum Cleanup Fund. Combien ça a coûté en tout? Toute l'opération, un peu plus de 20 000 $. S'il avait fallu que je paye ça de ma poche, j'aurais fait faillite. Combien vous avez payé? Pas un sou. Rien? Rien. Au Vermont, pour chaque gallon de mazout vendu, une demi-cent est versée au fonds d'aide pour la décontamination. C'est le fonds d'aide qui a payé pour les travaux de décontamination chez M. Desrochers. Cette protection s'applique aussi à ceux qui ne chauffent plus au mazout. Même si on ne chauffe pas, nous, à l'huile, on peut quand même avoir droit
Oui, absolument. À partir du moment où vous découvrez un réservoir enfoui dans votre terrain, vous êtes couvert par le fonds d'aide. Aussi simple que ça. Contrairement à ce qui se passe chez nous, le Vermont n'impose pas les mêmes critères de décontamination à tout le monde, ce qui est plus souple et moins cher. Est-ce que vous pouvez décider de laisser du sol quand même contaminé en place, de ne pas l'enlever? Certainement. Chaque cas est traité individuellement. Dans certains cas, il faut tout enlever. Mais quand il n'y a pas de risque pour la santé ou l'environnement, on peut laisser le sol contaminé en place. Évidemment, le fait d'imposer une taxe ne fait jamais plaisir. Mais les détaillants de mazout du Vermont se sont ralliés à l'idée. Ils y voient même un avantage. Nous appuyons cette taxe. Le mazout est une forme de chauffage propre et efficace, mais quand survient un incident, cela entache la réputation de toute l'industrie. Alors, si nous pouvons retirer tous les réservoirs souterrains qui ne sont pas en règle et décontaminer grâce au fonds d'aide, c'est très bon pour nous. Une solution comme celle-là, ce n'est pas le gouvernement seul qui peut appliquer une solution comme celle-là. Évidemment, ça implique l'industrie, ça implique les gens qui raffinent le mazout, ça implique les gens qui la livrent, ça peut impliquer les assureurs aussi si on embarque là, une facette assurance là-dedans. Donc, vous voyez un peu que c'est quelque chose quand même qui prend un certain temps à monter, mais si ça se fait au Vermont, il y en a d'autres, il y a New Hampshire qui le fait également, ça peut se faire ici. C'est une question d'y mettre le temps et l'énergie. Bref, un fonds d'aide à la décontamination ici, ce n'est pas demain la veille. D'ailleurs, l'Association québécoise du chauffage au mazout n'est pas très enthousiaste. On n'a pas envie d'ajouter aucune taxe. On est taxé pas mal. Mais si le gouvernement décide qu'on devrait mettre une taxe pour aider ces gens-là, regarde là. On la transmettra, la taxe. Aux dernières nouvelles, les doyons Lacoste ont entrepris les travaux de décontamination sur leur terrain. On a retrouvé des traces de mazout jusqu'en dessous de la maison. Le coût de l'opération, plus de 40 000 $ à leurs frais. Et ce n'est pas fini. Ils attendent la facture finale avant d'entreprendre les poursuites. Qui sait combien ça leur coûtera? Aux dernières nouvelles, les doyons Lacoste ont fini par faire décontaminer le sol de leur propriété. Coût total de l'opération, 70 000 $. Ils devront maintenant poursuivre leurs voisins et leur ancien propriétaire, dans son cas pour vice caché. Mais il y a peut-être une lueur au bout de ce tunnel. Un des avocats impliqués dans l'affaire a suggéré que des rencontres de médiation seraient peut-être préférables à de longues procédures judiciaires. Chose certaine, c'est beaucoup moins compliqué au Vermont. Notre reportage sur l'accès à l'Internet haute vitesse a suscité beaucoup de commentaires de tous les coins du Québec. Et comme vous allez le voir, même près des grands centres, il est très difficile d'avoir accès à cette technologie, pourtant essentielle aux travailleurs autonomes et aux entreprises. Madame Marchand de Saint-Calixte nous écrit: pas besoin d'aller en Gaspésie. Nous vivons la même frustration quotidienne à 45 minutes de Montréal. Madame Roy de Richelieu renchérit: je demeure à 25 km de Montréal. Bell Canada et d'autres compagnies me répondent qu'il n'y a pas assez de demandes pour installer la haute vitesse à ma résidence. Enfin, Madame Pitet de Grand-Mère nous dit: au bout de ma rue, à 1 kilomètre environ, se trouve le lac des Piles et le chalet de l'ex-premier ministre Chrétien. Eh bien, impossible d'obtenir l'Internet haute vitesse. Continuez de nous écrire. Pour nous joindre dans la région de Montréal, composez le 514-790-2636 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-800-790-2636. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à radio-canada.ca/la facture ou encore nous écrire. Quand on est si bien ensemble, l'idée de se séparer peut devenir insupportable.
à la facture la semaine prochaine. Une éolienne peut vous rapporter 12 000 $ si vous êtes en Montérégie, mais 3 000 $ en Gaspésie. On s'est fait prendre 100 000 à l'heure. La question de la semaine maintenant. Où va notre argent? Le genre de question que l'on se pose justement lorsque notre portefeuille est vide. Alors, selon vous, en pensant à votre salaire annuel, quelles sont, dans l'ordre, les dépenses principales que vous ayez à faire? C'est vraiment une question facile, ça. Essayez de m'en donner. Les taxes. Je pense qu'on paye beaucoup trop d'impôts. Je dirais le loyer. Loyer, nourriture, vêtements. L'achat d'une maison, la voiture. Hypothèque, voiture, loisirs puis habillement. La voiture et on va dire également la nourriture. Sortie, magasinage, vêtements, puis nourriture, souper, restaurant. La réponse à notre question, le poste principal de dépense, vous l'aurez peut-être deviné, c'est l'impôt. Ensuite seulement, c'est le logement. Et si vous possédez un ou des véhicules, eh bien, vous dépensez plus pour votre bagnole ou votre camion que pour vous nourrir. La semaine prochaine, la suite déjà annoncée de notre reportage sur les éoliennes. Voilà, je vous quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une très bonne semaine. Paiement de la voiture plus l'assurance. Oui, c'est peut-être plus que la bourse. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Non, ça ne me surprend pas du tout parce que plusieurs personnes ont même 2 voitures, jusqu'à 2 voitures. Je vais retourner ma location. J'y tiens à ma voiture. En fait, ce qui me dérange le plus, c'est les impôts parce que je pense qu'on n'est pas... on ne reçoit pas en retour ce qu'on paie en impôts.